Alors, je vais cibler cette fois-ci l'importance capitale de la femme dans la naissance de la civilisation humaine. Alors, en commençant par une grosse critique. Donc, et ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont passés juste avant cette glaciation-là, et cette glaciation-là est arrivée. Donc, ils n'ont pas pu faire demi-tour. Ils n'ont pas pu faire demi-tour. Ce qui fait que les deux berceaux, le premier berceau africain et le nouveau berceau, il a été isolé pendant longtemps. C'est cette époque de glaciation. Ce qui fait que ces deux berceaux-là ont fait leur cheminement. Le nouveau berceau, nordique, et l'ancien berceau, pendant longtemps, ils ont été séparés. Donc, finalement, on est arrivé à deux visions différentes, d'accord? Parce qu'il faut savoir que le berceau nordique, c'était quand même, c'était difficile, hein? C'était difficile, donc le foie, tous ces trucs-là, les animaux sauvages qu'ils avaient, attends, non, c'était des trucs de géants, des trucs de fous, hein. Bon, donc il y a eu le monde pastoral nordique, donc c'était des nomades, d'accord? Soit une histoire de nomadisme, et puis aussi une variante, c'est la transhumance. Donc le nomadisme, c'est tout le monde qui se déplace, qui suit les animaux. Et puis la transhumance, c'est une partie de spécialistes, une partie de gens qui deviennent des bergers, etc. Bon, c'est ça la différence entre le nomadisme et la transhumance. Mais en tout cas, c'est un monde pastoral, c'est un monde patriarcal, belliqueux, vindicatif, androcentrique et misogyne. Androcentrique, parce que le centre pour eux, c'est l'homme blanc. D'accord? Tout s'explique à partir de l'homme blanc. C'est-à-dire aussi, là, il y a une divinité, elle est forcément masculine et blanche. Et il y a aussi la misogynie, c'est une misogyne, parce qu'il y a une haine, je dis bien, pas un désamour, pas un chute, une haine de la femme. D'accord? Je vais le prouver. Hein. Donc, et à l'opposition de cela, il y a le monde du Sud, donc qui était un monde agricole, donc basé sur l'agriculture, matriarcal, pacifique, centré sur la femme, mais sans être, c'est peut-être centré sur la femme, mais ce n'était pas anti-masculin. Je veux dire, d'accord? On voyait, bien sûr, il y avait la nécessité de l'homme. Ok? Donc, j'explique un peu, androcentrisme, envisager le monde du point de vue masculin, misogynie, patriarcat, et puis au sud, le matriarcat, d'accord? La parenté se transmet par la femme, etc. Bon, la filiation maternelle. Donc, les femmes transmettent leur nom aux enfants. Donc, voilà. Alors, c'est pour ça que l'Égypte antique, en fait, la légitimité revenait à la femme dans la succession. C'est pour ça que parfois, il y avait des mariages, on va dire, entre guillemets, incestueux. Parce que le pharaon ne pouvait pas monter sur le trône s'il n'y avait pas une princesse royale qui accordait son autorisation d'être avec lui. Quoi. Il ne pouvait pas. C'était pas possible. D'accord? Bien sûr, dans l'histoire de Kemet, il y a eu des moments de bassesse, où il y a eu parfois usurpation, il y a eu des militaires qui ont pris, etc. Mais c'est rare quand même. C'est rare quand même. Pour tout ça de milliers d'années d'histoire, c'est rare d'avoir une stabilité. Et c'est la main qui règle le problème. Lorsqu'on regarde chez les Romains, c'était une histoire d'assassinat qui n'arrêtait pas. C'était le petit-fils qui tuait le grand-père, ou bien le fils qui tuait le père, etc. C'était comme ça la succession chez les Romains. Et chez les Grecs, c'était pas mieux. C'était pas mieux. Bon. Alors d'abord, le berceau arien et sémite. Bon, pourquoi j'associe les deux? Parce que ce sont des copains, ces gens-là. Les sémites, c'est un peu les avatars, hein. La chute de la femme. Alors pourquoi je parle déjà de la chute de la femme? Parce que je le fais à l'envers. Chronologiquement, j'aurais dû attaquer d'abord les Noirs. Oui, j'aurais dû attaquer d'abord le berceau de Kama. D'accord? Je le fais à l'envers. Pourquoi? Parce que c'est pour, surtout,
les gens qui pensent que la vérité sonne blanche. C'est pour leur donner le vaccin qu'ils puissent accepter ce que je vais dire après. Parce qu'il faut montrer à certains nègres la méchanceté des blancs, sinon ils ne vont pas comprendre certaines choses que moi je vais dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que nous sommes intoxiqués, on nous a lobotomisés. Donc pour ça, je préfère passer d'abord ce qu'ils ont dit comme insanité sur nous, et ensuite vous montrer avec preuves scientifiques, comme d'habitude, la beauté de notre berceau. Tout se fera à partir des preuves scientifiques. Si vous n'êtes pas d'accord, vous levez la main et vous m'apportez vos documents. Parce que je veux vous montrer les choses avec des preuves, bien, que ce soit clair et net. Donc, nous avons d'abord les Aryens bonariens, qui font la conquête de l'Inde. D'accord? Et ils vont venir détruire la civilisation de l'Indus. La civilisation de l'Indus, c'est quoi? Harappa, et les Arabais, etc. Ce sont des Dravidiens qui se sont dit, en toute évidence, d'Éthiopie et qui ont formé l'une des 3 premières grandes civilisations de l'histoire de l'humanité, puisqu'il y a celle de la vallée du Nil, Kamit, avec Kemet et Kush, d'accord, le Nil. Il y a la deuxième civilisation aussi, qui est nègre aussi, qui est sumérienne. Je parle de l'Antiquité, la haute Antiquité, surtout. Et vous avez une troisième civilisation, qui est encore nègre, qui surtout a été créée par les Éthiopiens. Ce sont les Dravidiens, qu'on les appelle couramment, qui ont créé la civilisation arabéenne, la civilisation de l'Indus. Et cette civilisation, aux alentours de 4000, et sur les milliers d'années qui vont suivre, vont être au fur et à mesure détruites par des blancs aux yeux bleus qui arrivent, des Aryens. Le mot Arias vient de seigneur, etc. Qui se prennent pour supérieurs, la race supérieure, etc. Donc, il y a 3 variétés des Aryens. Il y a d'abord l'Aryen de l'Den, d'accord, c'est lui qui va détruire la civilisation de l'Indus. Il y a aussi une autre branche qui va donner les Médès et les Perses, mais tous viennent à l'origine du même berceau, d'accord, du nord, d'accord. Alors, ne me dites pas exactement. Il y a des gens qui s'avancent, qui prennent le risque pour dire d'où c'est parti. Je ne vais pas prendre le risque de dire. Parce qu'à cette époque-là, on ne sait pas grand-chose. Parce qu'en plus, ils n'avaient pas d'écriture. C'était des sauvages. D'accord? On en sait qu'ils viennent du nord. Et là où il faisait très froid. Du nord de l'Inde, c'est ça? Les Aryens de ceux-là, ces branches-là, oui, ont déboulé du nord, en venant du nord de l'Inde. Mais je parle de leurs ancêtres même. D'accord? De leurs ancêtres même. Alors, il y a des gens qui disent, bon, il y en a du côté de la mer Noire, il y en a d'autres qui disent, bon, non, ils sont un peu indo-européens, c'est peut-être en Inde que ça s'est formé, ce truc, bon, vraiment, il y a des discussions là-dessus, je ne suis pas là pour ça. Bon, ok. Il y a la troisième branche, d'accord? Ce sont les Grecs, les Romains, les Celtes, les Germains, les Slaves, et puis qui vont donner aussi les Celtes qui vont donner les Gaulois. D'accord? Bon. Donc, les Aryens, c'est quoi? C'est un peuple de guerriers, vindicatif, violent, inculte, aucune notion de justice, raciste, xénophobe, androcentrique, misogyne. Avec preuve, hein? Vous pouvez lire les Aryens sur ce qu'on appelle les Védas, et notamment le Rig Veda. Ce sont des livres qu'on achète. Moi, j'ai les Védas, j'ai notamment le Rig Veda. Donc, il n'y a pas de discussion possible. Donc, c'est pas sorti dans mon imagination. Ce sont des livres qui ont été faits par les Blancs. Bien. Donc, il faut savoir que l'écriture, c'est à cette époque-là, ils n'avaient pas d'écriture, mais il y a une tradition orale, c'est tout comme la Bible, qui n'est pas si ancienne que ça finalement. Je parle de l'écrit, puisqu'on sait très bien que l'hébreu carré, c'est à peine
pas plus de 9 siècles avant le christianisme. Et les plus anciens écrits qu'on a sont même plus récents, 4e siècle, etc. Et on sait qu'à l'époque maçonnique, c'est bien après le christianisme. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté des voyelles. Parce qu'il n'y avait que des consonnes. Et on sait en plus que l'écriture cananéenne, c'est une écriture de nègre. L'écriture de hébreu, pardon. C'est une écriture de nègre puisqu'elle est cananéenne. Puisque Canaan vient de Cam. D'après même leur Bible. Vous comprenez? Donc, de même que l'alphabet grec est cananéen. D'accord? Bon, ça, je le dis entre parenthèses. Donc, ça, ce sont des preuves. Ça ne se discute pas. Les gens qui font des combats d'arrière-garde, ça, c'est le problème. Tout le monde l'admet. Mais ce n'est pas ébruité. On prend pas le repas. Nous sommes des sauvages. Nous avons rien inventé. Non, non. C'est discretos. Discretos. Et puis tant peu pour les necks qui croient au baliveux. Vous savez, c'est discretos. Mais tout le monde sait que l'hébreu, ça vient du cananéen. Tout le monde sait que alpha, bêta, gamma, le grec, ensuite ça vient du cananéen. Tout le monde le sait. Mais tu crois que le blanc va créer... non. Il va dire le miracle grec. Alors que ton écriture ne t'appartient même pas. Ton écriture, tu n'es même pas propriétaire de ton écriture. C'est grave, hein? Et tu veux dire que tu as été les premiers penseurs. Mais moi, je vais te penser, moi. Te soigner. Bon, voilà. Donc, la pureté de la race aryenne contre la race impie. C'est ça qu'ils disent sous Riveda. Pas de mélange avec les Noirs, les Dravidiens. Donc, il y a une sorte de... C'est ceux qui ont imposé dans l'hindouisme les castes. Caste, en fait, en sanskrit, ça veut dire couleur. Les blancs traduisent ça par caste parce qu'ils sont gênés de dire qu'en fait, il ne s'agit pas de caste, il s'agit de classification de la couleur de peau. Et je rejoins là-dessus, je ne savais même pas qu'elle avait écrit ça aussi, Juliette Merada. Elle m'a dit, mais attends, quand j'étais passé à Zouk TV, la dernière fois, ma chère, elle m'a entendu parler, et on est tombé d'accord, et puis après l'émission, elle m'a dit, mais attends, René, lui, tu as lu ce livre-là à moi? J'ai dit, non, j'ai pas lu. Mais attends, on est d'accord, parce que moi aussi, je l'ai dit. Le mot caste ne veut pas dire caste, c'est une classification de couleurs. Je l'ai dit sous le de mes livres. J'ai dit, eh bien, tu vois comment on se rencontre? Tu vois comment on se rejoint? Comme quoi, on fait un cheminement différent, et on est d'accord. D'accord? Donc, elle est brahmane, et puis il y a plusieurs, il y a 4 castes, et tout en bas, on a les plus foncés de peau. Bizarre? Il y a vraiment les derniers des derniers, ce sont les intouchables. Les intouchables. Parce que ils ont écrasé pendant les siècles, au fur et à mesure. Ça ne s'est pas fait au coup de baguette magique. Hein. C'est pas quand ils sont arrivés 4000 ans avant le christianisme qu'ils ont pu marcher, parce que les Dravidiens se sont battus hein, quand même. Hein. Ça a pris du temps. Mais au fur et à mesure, à la longue, ils ont pris le dessus. Donc, in fine, ils se sont imposés. Ils ont imposé les castes. Ce qui fait que vous allez en Inde aujourd'hui, eh bien voilà, c'est comme ça. Vous voyez Bollywood là? Comment vous pensez que l'Indien est représentatif? L'Indien qu'on trouve dans les rues de l'Inde est représentatif à Bollywood? Vous savez, Miss, vous allez jamais vous voir une Miss d'Inde foncée de peau. Jamais! Parce que les Indiens sont racistes. Eh oui! Et oui, ils sont peut-être machins, mais il y a un racisme, parce qu'on les a intoxiqués. On a lavé le cerveau. C'est-à-dire quand même, ne veux pas à cause c'est un Indien. Et puis tu dis, c'est un frère parce qu'il est noir, tu sais, il est blanc, ils sont tubés là. Lui, là, il peut te poignarder. Hein. Il est tellement intoxiqué. Tu vois, il est au niveau de servile. Donc il va trouver que c'est normal que ce soit un intouchable. C'est un truc de fou, il faut faire attention. Je vous ai dit tout à l'heure que tous les Kamites sont peut-être des noirs, mais tous les noirs ne sont pas des Kamites. C'est pas parce que tu as la peau noire que tu es mon ami, hein. Attention. Je suis pas un idiot. Bien. Ok? Bon, donc, et puis je ne m'arrête pas à ça, hein. Je regarde le cerveau de la personne. Quelle que soit sa couleur de peau. C'est le cerveau qui compte. J'ai des gens, en dehors de la race noire, on s'entend très bien.
qu'ils sont, franchement, c'est rare. Mais ils sont vraiment... Ah, je les ai testés, même au microscope. J'ai été voir en bas, là. Si c'était ouvert ou pas, si on les avait pas entubés. Non, mais parce que je suis méfiant, moi. Il est très bien, mais je suis issu de... J'ai 8 sœurs. J'ai 8 sœurs. Hein. Ma sœur la plus claire de peau, elle a la physionomie d'une blanche. Et ma sœur la plus foncée, ben, elle est de ta couleur. Donc j'ai été élevé comme ça. Mais j'ai été élevé dans une société matriarcale. J'étais au milieu. J'ai 4 sœurs avant moi, 4 sœurs après moi. Et j'étais vraiment... un côté chouchouté, mais un côté étouffé aussi. Hein. Parce que je n'avais pas droit tellement à la parole. Bon. J'étais en minorité. J'étais en minorité. D'autant plus qu'avec ma mère, des femmes qui étaient féminines, j'étais vraiment en minorité. Et mon père n'était jamais là. Mon père était à droite, à gauche, je ne sais pas où. Bon, il est décédé le pauvre, mais je ne sais pas où, mais il n'était jamais là. Je me suis dit, oh, papa, là, il est comme d'habitude. Ah, d'accord. Envie de papa. Papa, où t'es? Bon, oui. Bon, donc, les Arias. Eh oui, je vais vous raconter ma vie. J'ai dit à raconter ma vie, partie de ma vie à Boumali. Il était mort de rire. Ah, c'est pas possible. Là, c'était pas possible, toi. Bon, les Arias, les hommes vénérables, les nobles, que je disais, et les Arias. Ça a donné Arias en français. Voilà. Mais le mot initial, c'est Arias. D'accord. Parce que il faut technique, parce que quand tu sais pas que si le spécialiste qui est caché derrière Non, j'ai mis Arias. Ok, ça va? Bon. Invasion de l'Inde au 4e millénaire avant le christianisme. Hein. Bon. Ok, comme je le disais. Donc, vous avez les écrits, voici une écriture. Évidemment. C'est ça. Bon, moi, je me suis traduit en français. Parce que cette langue-là, cette écriture-là, je ne la connais pas, honnêtement. Je lis les traductions en français. D'accord? Donc, les Védas, voilà. Donc maintenant, écoutez, ce qui se passe, c'est que ces Ariens-là ont procédé à la destruction de la civilisation de la femme, la mer Noire. Parce qu'au départ, je vais retourner là-dessus, hein, quand je vais passer sur le berceau nordique. Mais je veux le dire dès le départ, que vous avez des preuves, vous avez des preuves, si vous voulez, de la documentation là-dessus. Je vous conseille Genbutas, une dame qui s'appelle Genbutas, ou bien celle qui s'appelle Chiavola Beoben. Ouais. Donc, elles ont montré que ce sont des femmes qui ont montré que selon la génétique, il y a eu des envahisseurs ariens en provenance des steppes euro-asiatiques pour elles, qui vénéraient un dieu céleste mâle, d'accord, et qui attaquèrent la civilisation, surtout ces Chiavola, qui est pourtant juive, cette dame. Eh bien, elle dit, elle est vraiment pro-nègre, cette dame. Et c'est une juive, hein, comme quoi. Et la civilisation de la mer Noire, qu'elle dit? C'est civilisation basée sur... Voilà. Vous allez comprendre pourquoi ce que j'appelle la civilisation de la mer Noire tout à l'heure. Soyez patients. Donc, alors, Cavalli Sforza, donc, un généticien quand même. Donc, il va dans le même sens, parce qu'il est une des grandes autorités mondiales de la génétique, qui jusqu'à 5000 ans avant le christianisme, des migrants qui avaient gagné les autres continents à partir de l'Afrique étaient tous noirs. D'accord? Antérieurement aux invasions d'Ariens, à Pau-Clair, après 4000 ans avant le christianisme, tous les peuples méditerranéens ainsi que leur divinité étaient noirs. Bon. Donc, religion dominante chez les Blancs avant le christianisme. Alors, avant que les Blancs connaissent le christianisme, d'accord? Donc, leur dieu était masculin, leur dieu était belliqueux, guerrier, les dieux étaient amoraux, égocentriques, androcentristes, misogynes, violents, jamais de paix, injustice, brutalité, et puis ils protégeaient les hors-la-loi. C'est pas des blagues, hein. Il y a des documents là-dessus. Hein. C'est comme les Vikings. Exactement, je vais parler des Vikings. Exactement, bien vu frère. Bien vu frère. Je vais parler des Vikings avec les Thor, les Odins. Je vais parler de ça. Bien vu. Et donc, et ben voilà. Bien vu mon frère. Donc les Ariens,
exemple des Scandinaves avec les Vikings. Hein. Donc, vous avez des dieux ariens, bon ariens. La femme n'existe pas. D'ailleurs, les Grecs vont faire fort parce que c'est carrément des pédés. Donc, les Odins, et donc, c'est le dieu des dieux, c'est Odin, furieux, le seigneur du Valhalla. Le Valhalla, c'est leur paradis. Mais attention, le Valhalla, c'est leur paradis. Bon, c'est le séjour des morts, séjour des éternels d'Odin, guerrier, bon, vous avez au Valhalla, qu'est-ce qu'on a au Valhalla? Au Valhalla, on a que des hommes, des guerriers. Le jour, qu'est-ce qu'ils font après leur mort? Le jour, qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent. Ils se battent, ils continuent à se battre. Toute la vie, ils se sont battus. Le jour, ils se battent. Mais les textes qui disent ça, ils se battent. Et puis le soir, c'est des beuveries. Ils sont sous et tout. Et puis comme par hasard, il y a les Valkyries. Ce sont les vierges d'Odin qui viennent leur satisfaire. Inventer des trucs, ou bien ils ont un petit rapport, vite fait sous le gaz, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc elles sont au service de ces messieurs, mais ces femmes-là n'ont pas de voix. Au vraiment au paradis, elles sont là, des servantes, quoi. Des servantes. Et puis en plus de ça, ces messieurs, pendant qu'ils boivent là, se saoulent, ils boivent dans le crâne de leurs ennemis. Parce que ce qui est machin pour les Vikings, c'est que plus tu tues, plus tu vas au paradis vite. C'est-à-dire que pour aller au paradis, au Valhalla, il faut avoir tué le maximum. Par exemple, moi, je n'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais tué personne de ma vie. Supposons que je veuille aller au monsieur. J'arrive là, je suis mort, je veux entrer dans le Valhalla. Qu'est-ce qu'on va me dire? Combien de gens vous avez tués? Non, rien. Mais moi, je crois bien faire, toi. Je vais rentrer au paradis. Allez, c'est très content. Je vais rentrer au paradis. Bon, j'ai jamais tué. Jamais tué. Je le jure, j'ai jamais tué. Bon. Est-ce que vous avez au moins bu dans des crânes de vos ennemis et tout ça? Ah non, quand c'est dégueulasse, vous rigolez ou quoi? Allez, dégage! Dégage! Hors du paradis! J'ai rien compris. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour vous dire que leur mentalité, c'est pas logique. Ils n'ont rien à vous apprendre, ces gens-là. C'était leur berceau. C'est ça. Hein. Leur berceau. Et d'après leur texte même à eux, d'après leurs écrits même à eux, c'est pas moi qui invente ça, nom de Dieu. Bon. Donc, vous avez son fils Thor, qui est encore plus brutal que lui, que son père. Faut le faire, déjà que le gars c'était le chef du. Mais là, il paraît qu'il est encore plus brutal. Alors, je veux comment faire. Quand tu allais à le roi des brutaux, alors là, il faut le faire. Il est encore plus brutal, féroce, colérique, musclé. Tu dis, mais miaou, il s'énerve. Tu fais quoi un chat? Miaou. Il s'énerve déjà. Bon, donc, féroce, colérique, musclé, bien sûr. On joue, voilà, incarnation du tonnerre, voilà. Donc c'est surtout, lui, il s'élève surtout à l'époque des Vikings. Vous voyez ce que je veux dire? À l'époque des Vikings. Donc, les Ariens, bien sûr, avec leurs armes aussi, parce qu'ils étaient belliqueux tellement que ils cherchaient des armes en cuivre, là, machin, pour tuer, tout ça. Hein? Des gens qui n'avaient pas accès sur le militaire. Parce que vous pouvez être intelligent comme vous voulez. Si vous voulez rencontrer un peuple qui n'est pas axé sous la maths, etc., et un peuple belliqueux, ça, vous pouvez perdre la guerre, hein, parce que vous n'avez pas une armée formée pour. Vous étiez plus ou moins dans un truc de paix, de machin, et puis brusquement vous tombez sur des brutaux. Eh bien, ils te massacrent. Ce que je veux dire, l'intelligence n'est pas une assurance qu'à tous les coups on gagne la guerre. C'est ce que je veux dire par là. D'accord? C'est pas parce qu'on est plus intelligent du point de vue civilisationnel, d'ailleurs, qu'Emmet a fini par perdre. Pourtant, c'était les plus intelligents au monde à cette époque. Je parle de l'intelligence, de le sens que vous savez fort bien. C'est-à-dire les plus instruits, la connaissance, etc. D'accord? Bon. Donc, ils ont imposé leur truc, leur haine. Ils masculinisèrent et déformèrent l'image de la main. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
Nous avons des réminiscences, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Si, aujourd'hui, lorsque nous insultons, la plupart d'entre nous, lorsque nous insultons quelqu'un, que l'on soit arabe, que l'on soit africain, que l'on soit antillais, on insulte la mère de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est un héritage qui nous a été donné par les Aryens. Par exemple, on va dire motherfucker. On va dire nique ta mère. Nous la mère qui prend. On va dire à la Martinique bon da maman. On va dire en Guadeloupe kounya maman. Mais toujours la maman. Toujours la maman. Vous comprenez? C'est jamais le papa. C'est bizarre, hein? C'est jamais le papa. Parce qu'on nous a habitués, formatés à haïr la femme. On devrait se poser la question, mais pourquoi c'est la femme qu'on insulte? Pourquoi pas l'homme? Le patriarcat guerrier arien et sémite donc, a donc dépossédé le matriarcat pacifique africain, mais le souvenir de la déesse primordiale demeure dans beaucoup de berceaux. On n'a qu'à voir aujourd'hui, par exemple, le christianisme, c'est conservé grâce aux Vierges noires. Parce que les Vierges noires, ça vient d'Acéta, Isis. Donc, cette adoration passée que l'homme avait pour la femme, spirituellement parlant, dans le christianisme, c'est conservé par les Vierges noires. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait eu des pèlerinages des Vierges noires bien avant les Vierges blanches, qui ont été en fait des Vierges blanches. Ça, je tenais à le dire. Bon, donc, il ne s'agit pas de meurtre de père, comme le dirait le psychanalyste Freud, mais bien du meurtre de la mère. D'accord? Donc, je vais passer rapidement sous. Par exemple, je vais donner un exemple de la femme en Mésopotamie à l'époque des Sémites. Pas à l'époque de Sumer, à l'époque de Babylone, à l'époque des Sémites, quand les Sémites ont pris le dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, il se trouvait que les femmes sémites, Hérodote qui raconte ça. L'historien Hérodote a écrit à propos des lois babyloniennes, la plus honteuse des lois de Babylone est celle qui oblige toutes les femmes, je dis bien toutes les femmes, du pays à se rendre une fois de leur vie au temple d'Aphrodite pour s'y livrer à un inconnu. C'est-à-dire le premier homme qui rentre, eh ben, il faut qu'elle fasse l'amour avec lui. Des inconnus, hein, c'est pas des inconnus. Bon, celles qui sont belles et bien faites sont vite de retour chez elles. Les laides attendent longtemps sans pouvoir satisfaire à la loi. Certaines restent dans le temple pendant 3 ou 4 ans. Les pauvres. Les pauvres. Bon, peut-être aussi, elle se contente hein, d'être un peu moins belle. Elle dit, au moins je ne vais pas me faire, je sais pas, un connard que je ne connais pas en plus. Moi j'aime la douceur, qu'on me parle, machin, et sauvage moi. Non, peut-être c'est une chance, hein. Peut-être c'est une chance, hein. Bon. Alors, donc, qu'est-ce que... Ça, ce sont des textes écrits. Que nous, en tout cas, même si à l'époque c'était pas écrit, ça nous a été rapporté, d'autres ont été écrits à l'époque même, d'autres nous ont été transmis par la tradition orale, qui ont été mis sur le papier après. Mais il ne s'agit pas de falsification de nègres. Hein. Bon, j'insiste là-dessus. Bon, donc maintenant, le Talmud. Le Talmud, j'ai été voir les preuves. Le Talmud dit, selon le Talmud, 9 malédictions frappent la femme depuis la chute d'Adam et Ève. Le Talmud, ce sont les Juifs. D'accord. Donc, dès le départ, la femme est maudite. Bon, prière de Juifs orthodoxes. Loué soit Dieu de ne pas m'avoir fait femme. Bien. Donc, source Talmud. Talmud, c'est 2 parties, le Misma et la Guérema,
Grammar, pardon. Voilà, ça a été fait par deux salopards. Voilà. Donc c'est la loi. Alors, la Mishpat, ce sont des commentaires de la Torah. Et la Torah elle-même veut dire la loi écrite. Alors, donc, concernant maintenant la Torah, eh bien, écoutez, la Torah, bon, la femme est inférieure à l'homme, puisqu'elle vaut 36 d'argent et l'homme vaut 56 d'argent, d'après le Lévitique chapitre 27, d'accord? Donc, la femme, c'est elle qui commet le péché originel, tout le monde le sait, c'est elle, d'accord? Donc, attention, ça a été repris en boucle par tous ceux qui suivent. Des gens qui ont été même proclamés saints. Je vais vous montrer ça, mais des trucs de fous. Des démons, mais que l'Église appelait saints. Saint-Augustin, etc. Saints. Saint-Cluny, etc. D'accord? Des saints. Ok? C'est incroyable. Hein? Et puis, si, moi je me suis amusé une fois à me pencher sur les papes. Bon, c'est vrai, j'avais du temps à perdre. C'est vrai, j'avais du temps à perdre à l'époque. Je me suis penché sur les papes, et puis, non, c'est de la catastrophe. Soit des pédophiles, des violeurs, des bandits, des criminels, brûler les femmes. Mais c'est incroyable, les papes. Hein. Mais c'est incroyable. Hein. Et ils sont tous, pratiquement tous canonisés, les saints, les papes. Les papes de Rome. Hein. Bon, mais c'est incroyable. Mais c'est la vérité. Qu'on me donne des documents contraires, moi je peux prouver ça. Donc, c'est à cause de la femme qu'on subit la mort terrestre, puisque d'après la Torah, qui a peu de choses près, l'Ancien Testament a peu de livres, c'est l'Ancien Testament, la Torah. La Torah, le Dieu de la Torah. Et puis vous avez une fois des Noirs qui avaient fait paraître ça, Adam et Ève en version noire. Vous savez, ils ont fait comme exactement Cléopâtre noir. Ils ont attaqué ce journal-là pour dire que Adam et Ève n'avaient jamais été noirs. Alors moi, personnellement, je m'en fous parce que Adam et Ève, c'est pas nous. Nous, c'est Ouziré à Sétan. D'accord? Mais en tout cas, s'ils veulent dire que Adam et Ève, c'est le premier couple de l'histoire de l'humanité, eh bien, ils étaient forcément noirs. Hein. Okay? Mais les Juifs ont attaqué ce journal. Nous continuons sur les épîtres de Paul. Donc les épîtres de Paul, bien sûr, l'homme est le chef de la femme. D'accord? Le maître de l'homme, c'est le Jésus, le maître de Jésus, c'est Dieu. Le maître de la femme, c'est l'homme. On ne permet pas à la femme de parler en public. Elle doit se taire. Elle doit être voilée à cause du péché originel. Etc., etc. Alors ça, on trouve ça, bien sûr. Il suffit un peu de faire l'effort d'ouvrir, si vous avez une Bible qui traîne là, ou bien quelqu'un peut vous prêter ça. Vous allez dans les épîtres de Paul, et puis vous voyez hein, tous les crachats qu'il envoie sur la femme. C'est incroyable, mais beaucoup de femmes l'appellent Saint Paul. Beaucoup de femmes prient pour Saint Paul. C'est incroyable, hein? Mais il faut dire comment il a craché sur la femme. Pareil, le Coran. Il ne devrait pas avoir une femme musulmane, c'est pas possible. C'est pas possible pour ceux qui ont dit sur la femme. C'est pas possible. Les maris sont supérieurs à leurs femmes, les hommes sont supérieurs aux femmes, etc. Vos femmes sont un champ de labo pour vous. Venez à votre champ, comme de champ de labo, comme vous voulez, etc. Dieu vous commande dans le partage de vos biens entre vos enfants, donner au fils la portion de 2 filles. Bon, etc. C'est clair qu'ils ne viennent pas nous dire qu'ils aimaient, que la femme était mise sous un pédestal, etc. Bon. Vous avez constaté ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire une démarche chronologique. Vous savez, je vous ai dit que dans le paradigme, au départ, dans la première partie,
d'accord, dans la méthodologie Afikhamat, on respectait l'espace-temps. Vous voyez? Donc on suit la chronologie. Je suis parti du plus ancien, et puis je descends, je suis le temps. Mais ce que je veux que vous compreniez, humblement, je vous dis, c'est qu'en permanence, que ce soit chez le blanc ou chez l'arien, il y a deux constantes. Androcentrisme, c'est-à-dire c'est l'homme blanc qui est... Tout passe par l'homme blanc. Tout ce qui est bien, c'est l'homme blanc. Et la misogynie, c'est-à-dire la haine systématique des femmes. Mais ça, je le fais à partir, à chaque fois, je vous donne des sources. Qu'on ne vienne pas me dire après que j'ai inventé quoi que ce soit ou pas. Puisque la vérité sonne Blanchin, comme par hasard. Bon, maintenant, je vais aussi vous donner les sources pour Platon et Aristote après. Vous savez, Platon dit que dans sa première vie, les hommes qui ont été vraiment, je simplifie, des salopards, d'accord, des moins que rien, ont été réincarnés dans leur deuxième vie en femmes. Mais écoutez, c'est quand même Platon qui le dit. C'est quand même Platon qui le dit. Bon, pour lui, les femmes sont toutes choses moins bonnes que les hommes. Alors là, je conteste. Ah non, là, je ne suis pas d'accord du tout. Bon, voilà. Et puisque l'érotique homosexuelle masculine est valorisée, d'accord, dans la mesure où elle supporte de la transmission du savoir et de la pensée de l'ancien au jeune. Je vais vous expliquer ça. L'hétérosexualité, quand elle a été associée au registre de la procréation, l'homosexualité masculine est justifiée par une procréation intellectuelle et morale, donc accoucher des esprits, donc la procréation de l'esprit. C'est d'ailleurs que Platon vous dit, quand il y a deux hommes, le plus souvent ce qui est courant, c'est qu'il faut que l'homme soit homosexuel. D'ailleurs, il faut qu'il soit comme son dieu, Zeus, pédé. Bon, je vais vous montrer tout à l'heure. Il faut qu'il soit pédé. Pourquoi? Parce que c'est le moyen de... Ah oui, non, j'ai là. Merci même. Le moyen de la transmission du savoir se fait un coup de bite. C'est ce qu'ils appellent la procréation de l'esprit. Ça vient du vieux vers le jeune. C'est... Oui. Ah oui, mais elle fait bien comme il fait pas. La liste, oui, c'est ça que je veux dire. Ah oui, pédophilie. Je rigole. Mais toi, je veux monter la mayonnaise. Alors, donc, bien sûr, c'est de la pédophilie. Bon. Et donc, il dit une infériorité de la raison humaine par rapport à la raison masculine. Donc, la procréation de l'esprit, donc, faire ce qu'on dit aux Antilles, faire ma coumère, donc cette procréation de l'esprit est supérieure à la procréation la femme qui fait l'amour avec un homme et qui donne des enfants. Donc cette procréation de l'esprit masculine, d'homosexuel est supérieure. Donc voici ce qu'en gros Platon dit à propos des femmes. Bien sûr, tous les Grecs anciens disent que la femme n'est pas digne d'être citoyenne, elle doit vivre en dehors de la cité. Ça c'est classique, elle n'est pas citoyenne, la femme grecque. Bon, c'est clair. Et puis vous avez Aristote qui vous revient en force, donc qui dit que en fait la femme c'est ce qui vient juste avant la monstruosité. La monstruosité. Et que si votre sperme est défectueux, ça donne une fille qui ressemble à sa mère, et si votre sperme est bon, ça donne forcément un fils qui ressemble à son père. Voici ce que Platon dit. Donc, la femme, pardon, Aristote dit. Donc, la femme est donc pour Aristote, je parle d'Aristote, la première manifestation de la monstruosité. Donc, c'est Aristote qui dit ça. Donc, nous avons la procréation de l'esprit. Attention aux âmes sensibles.
de l'esprit. La progression de l'esprit, schématiquement, voilà. En fait, en gros, c'est ça. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, c'est ça. Et puis, vous avez Zeus, qui est, en fait, le patron des homosexuels. Donc, comment tu ne veux pas être homo si ton Dieu est homo? Bon, ok? Bon. Quoi que ça dit? Hein? C'est bien. Il a dit ok. Oui. Ouais, une précision. Le Ganymède, c'est un gamin. En fait, non seulement il y a l'éloge de la sexualité, mais il y a l'éloge de la pédophilie. La pédophilie. C'était bien vu en Grèce. Oui, c'est la pédophilie. Chacun avait son mignon. Le mignon. Mais dans le banquet, ils le disent. Tout à fait, mais ils se vantent là-dessus. Hein. C'est la pédophilie, voilà, tout jeune, petit jeune. Quand tu dis, c'est horrible. Ils appellent ça le fait pour C'est normal, hein. Donc, Platon, les sources. République, la République, le Timée, le banquet. Aristote, les sources. Politique de la génération des animaux. Sinon, vous avez un beau livre qui a été effectué là-dessus, de plusieurs femmes. Ça s'appelait Les femmes de Platon à Derrida. Donc ça, ce sont mes sources. D'accord? Donc, maintenant, les Romains. Manque de peau, ça continue par les Romains. Je vous dis, les Blancs, les sémis pareil. Donc, les Romains, il y a un certain Caton qui a fait un discours, le discours célèbre de Caton, et il dit, nos ancêtres n'ont pas permis aux femmes de traiter aucune affaire domestique sans une autorisation spéciale. Ils n'ont jamais cessé de les tenir dans... Ils n'ont jamais cessé de les tenir dans la dépendance de leur père, de leur frère et de leur mari. Là, c'est clair et net. Et puis, il y avait toute une série de textes à l'appui. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais que les Romains, vraiment, ont craché sur la femme. Il y avait le droit de vie et de mort sur la femme. Aucun droit politique. Il y avait ce qu'on appelle la tutela, qui est le substitut, des pupilles et pour la femme après leur décès de leur père. Donc elles sont bon, il y a la puissance paternelle, il y a le pater familias, bien sûr, l'autorité paternelle, bien sûr, qui donne le droit de vie et de mort sur la femme, d'accord? Il y a la tutelle, donc elle est toujours une éternelle enfant. Il y a la manus aussi, l'éternelle la main, donc du mari dans le cadre du mariage sous sa forme ancienne. Il n'y a pas de pouvoir politique, elle n'est pas citoyenne, elle est écartée de toutes les fonctions politiques, civiques et politiques, bon, etc., etc. Bon, elle est un fardeau. Alors, il y a un homme de Romain qui dit, à l'époque, et Plutarque, par exemple, Plutarque, ou bien je peux dire aussi Cicéron, a chanté les baisers qui sur les lèvres de son secrétaire esclave, donc c'était un PD. Bon, Vigile avait le goût exclusif des garçons, bon, sans vous dire passer à l'école. Horace, par exemple, Horace répète qu'il adore les deux sexes, bon. Et Plutarque dit, la femme mariée idéale est muette. Et ne s'exprime pas en absence de son mari. D'accord? Et puis il y en a un autre qui dit aussi, si nous pouvions vivre sans femme, nous passerions volontiers de ce fardeau. Voilà, voici l'esprit des Romains. C'est l'esprit des Romains. Bon. Professeur, oui. Moi j'ai une question. Je me demandais, une personne comme Plutarque, oui, qui a étudié en Égypte, oui, comment ça se fait qu'il n'a pas pris les dogmes et le paradigme? Ben, on n'est pas obligé d'être influencé par l'enseignement, parce que tu as été bridé pendant longtemps, voilà. Hein. Okay. Bon, mais tu dis cela, mais tu sais très bien qu'il y a des Noirs qui n'écoutent que pour eux, chez Cantadiop, c'est rien du tout.
Donc, tu vois, il faut faire avec. Hein. Tu vois, donc, en plus, c'est un étranger quand même, par rapport à Kemet. Il y en a qui ont été un peu atteints, comme Pythagore, parce qu'il a fait quand même 22 ans là. Donc, on voit bien qu'il y a eu une sorte d'évolution dans le bon sens. Dans le bon sens. Mais, ils sont partis en vrille, la plupart d'entre eux. Tu vois. Donc, alors, bon, vous avez là des gens qui sont appelés saints par les chrétiens. Attention, saints par les chrétiens. Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, ce sont des saints. Hein. Donc, évêque, lui, bon. Alors là, le Saint Augustin te dit, avant la chute, bon, Dieu a créé la femme inférieure et soumise à l'homme. C'est-à-dire, avant le soi-disant péché originel qu'ils ont dit que la femme avait commis, eh bien, ce saint-là, Augustin, tu avais du saint de mes deux, d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi si tu dis ça. Je suis d'accord avec toi. Mais, il dit quand même que la femme est déjà inférieure avant la chute. C'est même pas le péché qui l'a rendu, s'il y avait péché. C'est même pas, elle était déjà inférieure. Bon. Le saint Thomas d'Aquin, il te dit, la femme vient de l'homme, donc l'infériorité naturelle de la femme justifie son ajustissement à l'homme. Bon. Donc, il prend le motif, bon, la femme c'est un corps second, puisqu'elle vient de la côte de l'homme. Donc, il prend ça comme motif, mais un motif inventé par les sémites, bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est facile de dire, quand ton chien a la rage, pour tuer ton chien. Tu veux débarrasser de ton chien, tu dis qu'il a la rage. Donc, tu vois le vice de ces hommes-là. Ils disent au départ, il y en a une génération qui disent au départ, bon, écoute, qu'est-ce qu'on va dire pour les femmes là? Bon, elles ont commis le péché originel, qu'est-ce que j'en pense? Ah oui, c'était un bon truc, ah oui, ouais, là. Ouais, mais elles ont commis le péché originel. Et, ah oui, on va dire qu'elles viennent de la côte de l'homme. Ouais, c'est bon, ouais, super. Et puis après, la génération d'après dit, mais il y a une génération qui a inventé ça. Et puis la génération te dit d'après, fait comme si c'est céleste. Hein? Oui, parce qu'elle a créé, parce qu'elle a été tirée de la côte de l'homme. Donc c'est un corps second, forcément elle est inférieure. Tu vois, il s'assied sur un mensonge pour danser, continuer à danser à partir du mensonge. Continuer à danser sur la femme. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Enfin. Je ne sais pas si vous voyez ça comme ça, mais en tout cas, les sources, c'est ça. D'accord? Les sources, c'est ça, là, haut. D'accord? J'ai des sources. Hein. Bon, ok. Bon, maintenant, il y a Odon de Cluny. Lui aussi, c'est un saint. Lui aussi, le pape de l'époque lui avait donné la possibilité de, parce que comme c'est un moine, de fédérer tous les abbayes de l'époque. Tu peux te dire l'importance du gars. Un saint. Et on regarde ce que le gars sort. Parce que ce qui m'amuse dans cette histoire-là, c'est qu'à la Martinique, nous avons le couvent de Cluny, et nous avons une école qui s'appelle le couvent de Cluny, une école de petits bourgeois, petites bourgeoises, de trucs. Et je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune, il y avait un collège là, un collège de Cluny, il fallait voir. Quand il passait à côté de toi, quelle école tu es? Moi je suis au CESCO, il en... Moi je suis à Cluny, moi. Je suis à Cluny, j'ai jupe écossaise, pantalon, nickel, toi. Toi tu comprends? Alors il fallait voir, attention, hein, les demoiselles de Cluny, les messieurs de Cluny. Voilà, attention. Hein. Eh bien voici ce que Cluny disait à propos d'elle, justement. Eh bien, la beauté physique des femmes, au-delà de Cluny, c'est ça qu'il dit. La beauté physique des femmes ne va pas au-delà de la peau. Si les hommes voyaient ce qui est sous la peau, la vue des femmes leur soulèverait le cœur. Alors que nous ne pouvons pas toucher du bout des doigts un crachat ou une crotte, comment pouvons-nous désirer embrasser ce sac de fiat? Mais surtout, je me dis, comment les gens peuvent suivre ça? Saint-Odon de Cluny. Saint-Odon de Cluny, le moine. Saint-Odon, d'après l'Église catholique.
Incroyable! Mais vrai. Donc, on trouve ça dans le livre qui s'appelle Les Grandes Oubliées. Voilà. Incroyable. Merci. Mais ça continue. Puisque le blanc, les sémites ont toujours répété. Qu'est-ce que la famille? Mais qu'est-ce que la femme, ça? C'est l'obsession. C'est ça. Ça dépasse l'obsession biblique, mais c'est rien. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? Moi je sais de quoi je parle. J'ai 8 sœurs. Je vois plus dire, il y en a marre des. Oh là, elles. Mais non, au contraire. Elles sont merveilleuses. Non, non, des créatures divines. Donc, Luther. Bon, ça c'est les protestants maintenant. On n'est plus chez les catholiques, là les protestants. Pareil. Pareil. Bon, donc, lui, il a Luther, qui est à l'origine du protestantisme. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? La femme doit se laisser gouverner par l'homme, s'incliner devant lui. Elle doit penser que son mari est une image du véritable et suprême chef, Christ. Donc quand la femme voit son mari, elle doit penser au petit Jésus, Christ. Elle va dire, ben, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es mon petit Jésus. Toi? Même si c'est le dernier des salauds. Puisqu'elle doit avoir les meufs du cul. Voici ce que Luther dit. Bon, et voici ce que son suivant, qui était disciple au départ de Luther, Calvin dit. D'accord? Donc, pour lui, bien sûr, issu Luther, la femme reste soumise au mari, car l'homme est son chef et son conducteur. D'accord? Donc, vous avez un évêque, suite à ça, Bossuet, qui dit, évêque de Meaux, ah bien sûr, il établit la soumission des femmes à partir de son péché originel. Donc il prend le truc motif avant pour l'enfoncer, puisque ceux qui étaient avant ont dit, elle a commis le péché originel. Personne ne dit, tu étais? Non. Pourquoi tu dis ça? Ah oui, il faut. D'accord, allez, voilà. Donc, tu vois, et du fait qu'elles proviennent d'une côte de l'homme. Mais attends, un truc si important que il faut bien voir ça. Parce que c'est quand j'ai lu ces gens-là que j'ai compris ça. Vous savez que quand vous lisez la Torah ou la Bible, on vous dit qu'il y a une version qui dit, bon, elle vient de la côte de l'homme. Mais on peut croire à la limite que cette côte, c'est une façon symbolique. Quoi. Ce n'est pas la côte même, vous voyez ce que je veux dire? On pourrait dire que, bon, on pratique un peu l'hébreu, j'en ai fait quand même pendant 3 ans, on pourrait dire que, bon, ils ont, sans pouvoir prouver d'ailleurs, mais ils ont voulu donner un aspect symbolique. Bon, la côte, bon, je sais pas, bon, parce que la côte, bon, voilà. Mais c'est pas ça du tout, parce que les autres qui ont été nommés saints ou quoi que ce soit, ou bien, voilà, évêques plutôt, disent vraiment qu'il s'agit de la côte même qui est là. C'est pas un symbole, c'est vraiment la côte. On a ouvert, on a pris une côte, quoi. Et Bossuet le dit vraiment. Donc voilà. Donc, on dit que si elle a des douleurs pendant qu'elle accouche, eh bien c'est lié à son péché originel. Parce qu'elle a péché, donc elle doit souffrir pour la naissance d'un enfant. D'accord? Parce qu'Ève est responsable du péché original. Elle est maudite, bien sûr, Ève. D'accord? Donc, regarde ce que je dis. La preuve ici, pour la côte. Voici la preuve. Ce qu'il dit là. C'est dans son livre, l'un de ses livres, Élévation sur les mystères. On regarde bien ce qu'il dit pour la côte. C'est pas symbolique du tout. Parce qu'il dit, les femmes n'ont qu'à se souvenir de leur origine. Et sans trop vanter leur délicatesse, songez après tout qu'elles viennent d'un os surnuméraire où il n'y avait de beauté que celle que Dieu voulut y mettre. Donc il te parle bien d'un os. La côte, c'est pas du symbole, c'est pas un symbole. C'est vraiment l'os, le morceau d'os là. La femme vient d'un os, quoi, de l'homme. On est en plein délire. On est en plein délire. Même avec 10 joints, tu n'arrives pas à ce niveau-là. Là, tu es là comme ça.
Non, tu arrives pas. Tu arrives pas. Non, j'ai goûté une fois quand même. Hein. Oui. Tu arrives pas. Parce que j'avais des problèmes à ça. Quand j'étais enfant. Une fois. Après, j'ai dit, bon, d'accord, je crois que. Non, je ne vais pas rester à ça. Je ne vais pas machin. Bon, je suis mon bonhomme de chemin. Mais j'ai goûté quand même. J'avais que ça découvert. Rasta, merde. Bon. Oui. Mais 10 sur la fin, alors là. Tu exploses là. Bon, alors. Spinoza. Spinoza dit les femmes ont une faiblesse naturelle. D'accord? Dans un régime démocratique, je crois qu'il avait une faiblesse naturelle dans le cerveau, celui-là. Mais bon, ça c'est autre chose. Il faut exclure du droit de vote, les femmes bien sûr. Alors il va le vote. Les étrangers, les esclaves, les enfants, les femmes. Bon. Tu vois, il place les enfants et les esclaves au niveau de vote. Bon. Alors, il y a Rousseau. Alors, mais quand tu vois que Rousseau a fait comme un discours sur l'origine de l'inégalité, il a fait le contrat social, etc. Tu te dis que c'est un... Rousseau, c'est un homme bien, Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'est mon copain. Merde, quand tu vois ce qu'il a écrit sur les femmes, ah non, tu dis non, il ne peut pas être mon copain, ce gars-là. Franchement, il ne peut pas être mon copain. Donc, il est pour l'assujettissement de l'épouse à son mari, pour neutraliser le désordre des femmes. Il faut les évacuer, il faut évacuer les femmes de la cité. Donc il faut mettre les femmes en dehors de la cité. C'est-à-dire que vous êtes dans la cité de Paris, et il faut mettre les femmes en banlieue, quoi. Bon. Comme ça, ils ne vont pas mettre le bordel dans Paris. Vous comprenez le truc? Vous comprenez le truc? Non mais c'est quoi ça? Bon, par contre, il accorde un rôle à la femme pour l'éducation des enfants, tout ça, c'est toujours ça. Bon, allez, allez, tu toi, ça, vous là, les enfants qui crient là-haut, tu vois, mais ça, il accorde, oui, d'accord, oui, c'est bon. Bon, donc, il y a Kant, mais tout ce que vous montrez, là, ce sont des gens, c'est pas pour rien. Vous allez me dire, oui, mais on est le Tibet, oui, tu as abusé, tu suis les plans, on tient comme. Non, c'est important. C'est pour vous montrer que c'est pour les destroyer après ces gens-là. Parce que c'est pour vous montrer que tous les gens qui ont porté leur civilisation, le fer de lance de leur civilisation, c'était des gens qui avaient un petit problème. Je ne vais pas dire exactement où, hein, mais ils avaient un petit problème technique. Vers le bas. Il y avait un petit problème, un défaut. Un truc. C'est-à-dire, leurs neurones avaient migré au sud. Tu vois, les neurones avaient migré vers le sud. Mais ils ne savaient pas que faire. Donc, ils partaient en vrille, quoi. Tu comprends? Voilà. Parce que la pensée venait finalement du bas. Bon. Donc, il y a Hegel. Alors, Hegel, c'était un raciste. Hein, parce que chez Kant a posé des ruptures épistémologiques avec Hegel qui disait que l'Afrique était un continent ahistorique. L'Afrique n'était pas rentrée dans l'histoire. C'est ce que Sarkozy a repris au discours de Dakar. Il a repris le discours de Hegel. Sarkozy. Il a repris le discours de Hegel. Donc eh bien, ce gars-là, il haïssait aussi les femmes. Puisqu'il dit, si les femmes peuvent être cultivées, elles manquent de savoir et de la possibilité de créer, qui exige quelque chose d'universel. Donc, il ne donne pas à la femme la possibilité d'inventer, créatrice. Non, ça c'est pas la femme. Tu es au niveau de l'application. Au ministère de fonctionnaire, tu catégorie D ou catégorie C, application, toi. Catégorie B, ah non, monsieur, catégorie A, alors là, tu vois. Bon, allez, bon. Donc, les sorcières. Donc, on a vos sorcières. C'est le cheminement. Le cheminement, la poursuite. Donc, l'homme a diabolisé les femmes pour s'en débarrasser. Je veux vous dire un truc. Il ne s'agit pas de question d'hérétique ou pas d'hérétique. C'était un projet masculin de se débarrasser des femmes qui gênaient. Je vais vous le dire. Non, c'est vrai. Donc, les femmes furent longtemps les principales victimes des châtiments publics infligés par l'Inquisition.
donc du XIIe siècle au XVIIIe siècle, bon, sous le prétexte de combattre les pratiques non autorisées, l'Église catholique fit la chasse aux sorcières. Vous voyez que chaque fois je mets sorcière entre guillemets, très important, parce que je ne suis pas d'accord avec eux. Ça veut dire, ce sont eux qui les appellent sorcières. Moi, pour moi, ce ne sont pas des sorcières. Je cite, d'accord, entre guillemets. Donc les sorcières, entre guillemets, sont qualifiées d'hérétiques. Bon, plus de 100 000 sorcières brûlées. Bon, donc vous avez les sources là. Bon, vous avez... Bon, maintenant, ça, bon, les tortures. Donc, on torture la femme. On dit à la femme, par exemple, tu voles la nuit sur un balai. Ah mais non, il faut raconter comme connu. Ah bon? Il prend un fer rouge. Alors, tu voles la nuit sur un balai, oui ou non? Ah ben oui, oui, je vole la nuit sur un balai. Bon. Tu grilles les enfants pour les manger. Ah non, bah, quand même pas. Bon, oui, je grille les enfants pour les... Voilà. Ben, elle est condamnée au bûcher. On va la brûler. Pourquoi? Ben, parce qu'elle mange les enfants, machin, et puis elle vole la nuit sous les balais. Ah bon, d'accord. Ah, j'avais pas compris. Ah bon, d'accord. Bon, donc, vous avez toutes sortes de supplices. En fait, ce qui dérangeait l'homme à cette époque... Bon, alors, avant de parler de ça, ce qui dérangeait, je vais vous parler de l'apothéose. Le malus maleficarum. Ce sont les catholiques qui sortent ça, les catholiques, et puis ça a été accepté par les protestants. Donc, c'est un bouquin fabriqué par des salopards, deux salopards principalement, deux inquisiteurs, en gros qui dit que la femme déclare que la femme est une créature du diable. Carrément. Carrément. Et on doit lui régler son compte. On doit lui régler son compte. Donc c'est elle qui a commis le péché, tout ça, et c'est une créature du diable. Je vous invite à lire ce document, c'est pas des blagues. C'est une créature du diable, la femme. Bon. Donc les catholiques qui sortent ça. Les protestants acceptent ça. Mais pourquoi les hommes, les chrétiens, machin, ont fait ça? Pourquoi ils ont été jusque-là? Parce que on sait depuis que ces procès de sorcellerie ont servi à asseoir la domination masculine. Parce que, en fait, ce qui gênait l'homme de cette époque, c'était la femme intelligente. C'était la femme indépendante. C'était la femme scientifique. C'était la femme qui pensait. C'était la femme qui l'envoyait se balader s'il était chiant. Écoute, tu m'emmerdes cette fois-ci, je t'ai déjà dit que je ne suis pas d'accord avec toi. Bûcher. Bûcher. Donc quand une femme, ou bien une femme possédait la médecine. Bûcher. Bûcher. Donc quand elle était, d'accord, femme ayant un culte non catholique, bon, punir les femmes libres, initiative de soigner, parler trop librement, désobéir à son mari. Donc, application. La femme, c'est une créature du diable. D'accord? Tu n'es pas d'accord avec ce que je te dis? Bûcher. Vous voyez? Donc, c'était un prétexte. Une domination masculine, ça n'a rien à voir avec l'hérétisme. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, en fait, in fine, de la religion. La religion, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Mais c'était mauvais. Il y a une haine, une misogynie, quoi, incroyable, incroyable. Donc, quand ça poursuit à l'époque de la Renaissance, quand on entend parler de la Renaissance, tous, les moutons répètent, oui, la Renaissance, oui, l'autre mais la Renaissance, bon, eh bien cette Renaissance, c'est une Renaissance d'homme. La femme n'est pas là-dedans. La femme n'est pas citoyenne. La femme est que dalle. D'accord? Donc c'est une insulte lorsqu'on dit que au milieu du 15e siècle au 17e siècle, qu'il y a eu le mouvement de la Renaissance en Europe, d'accord? C'est une insulte de dire aux femmes
pour leur parler de la Renaissance, parce que c'est la Renaissance seulement pour l'homme blanc. Souvenez-vous qu'à cette époque, l'homme noir est esclave. La femme noire est esclave. D'accord? Donc, pas de possibilité de renaissance, bien sûr. Et la femme blanche est totalement soumise au diktat de l'homme blanc. La preuve que c'est à ce moment-là, à l'époque de la Renaissance, c'était pas l'époque médiévale, c'est à l'époque de la Renaissance qu'on brûle le plus de femmes. C'est à l'époque de la Renaissance qu'ils ont brûlé le plus de femmes, premièrement. Deuxièmement, c'est à cette époque aussi où l'accord de proximité en grammaire, l'accord de proximité est éliminé et ils prennent l'accord du fait que le masculin l'emporte sur le féminin. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un latin. Parce que vous savez que le français, c'est une langue romane. Vous savez ça? Vous savez que ce sont les Italiens, les Romains, qui ont apporté l'écriture en France. Le français, c'est une langue romane. Il y a à peine quelques mots, à peine en langue gauloise, comme pantalon. Pantalon, c'est un mot gaulois. Parce que les Romains ne portaient pas de pantalon. Donc, il y a de rares mots gaulois dans la langue française. La plupart des mots, c'est du latin. Et puis, du grec aussi. Bon. Eh bien, surtout le latin. Eh bien, il se trouve que lorsqu'on fait du latin, il y avait l'accord de proximité. C'est-à-dire que, si je disais, par exemple, l'homme et la femme, comme la femme est en dernier, là ici, l'homme et la femme sont belles. Je suis obligé de dire l'homme et la femme sont belles. Parce que, comme la femme est proche de l'adjectif, qualificatif, je dois, en latin je dis, je dois accorder avec la femme. Par contre, si je disais l'homme et la femme, la femme et l'homme sont beaux. Donc c'est ça qu'on appelle l'accord de proximité. Donc en latin c'était ça. L'homme et la femme sont belles, la femme et l'homme sont beaux. Tandis que lorsque, à la Renaissance, eh bien, ils ont supprimé ça, et ils ont dit, dans quel que soit le cas, c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin. Et même s'il y a un homme, il y a 10 000 femmes, on doit accorder au masculin. Donc, vous voyez que la Renaissance, c'est un prétexte de dire qu'il y a une Renaissance, alors que c'était une Renaissance de l'homme blanc. C'est tout. Mais il y avait toujours la haine de la femme, et il y avait toujours un racisme, puisque nous étions, nos ancêtres, en esclavage. Donc c'est de la fumisterie. Les gens qui vont... la Renaissance, voilà. Fumisterie, bien sûr, pour l'homme blanc, d'accord. Bon. Maintenant, on arrive, on va essayer de voir si on peut les sauver. Non, on ne peut pas encore les sauver. 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Là, encore une fois, c'est la Déclaration des droits de l'homme blanc. Nous sommes toujours en esclavage. La femme n'est pas citoyenne. La femme est moins que rien. Dans ça. Tellement qu'elle est moins que rien, il y a une femme qui se révolte. C'est la première féministe européenne de l'histoire de l'Europe. C'est la première féministe. D'accord? Elle s'appelle Olympe de Gouges. D'accord? Donc c'est la première féministe. Et puis, parce que les femmes étaient exclues, donc, Olympe de Gouges et d'autres femmes, après l'abolition des privilèges, puisque vous savez très bien que quand on parle de l'abolition des privilèges, c'est-à-dire l'abolition des privilèges des nobles, puisque c'était les nobles qui dominaient tout le reste, le peuple, les bourgeois, tout ça était dominé, puisque c'était la noblesse, la royauté. 1789 va abolir les privilèges des nobles. Sous-entendu, des nobles. Bon, eh bien, Olympe de Gouges dit que il faut abolir les privilèges de l'homme blanc. Il faut abolir, elle demande l'abolition des privilèges masculins. Parce qu'il y a peut-être eu abolition, mais il n'y a pas eu ni abolition, ni aucune révolution concernant la femme, ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc elle se révolte avec plusieurs femmes. Donc c'est elle surtout qui va, cette femme,
qui va porter ça, cette révolte en Europe. Bien sûr, elle va pas être écoutée, hein, bien sûr. Bon, on arrive au, on va dire, salopard premier. On arrive à salopard premier. D'accord? Donc, avec son fameux code Napoléon, donc qui est aussi appelé le code civil. Eh bien, patatras, mesdames, vous n'y êtes pas encore, hein, puisque lui, il reprend un peu les Romains, avec le pater familias, l'autorité paternelle, d'accord, l'autorité de l'homme, la femme n'est pas citoyenne. Et en plus, il ne se contente pas de dire, de mettre carrément dans son code civil les femmes, mais en plus, il a de sacrées réflexions, ce salopard premier. Parce qu'il a dit par exemple, à propos des femmes, ça la boucle et ça reste à la maison. Ou bien une autre petite phrase, lui, la nature a fait de nos femmes nos esclaves. Question esclavage, il connaît, puisqu'il a mis tous ses au fort de joue. Ou bien un autre petit truc aussi, la femme est donnée à l'homme pour qu'elle lui fasse des enfants. Elle est sa propriété comme l'arbre à fruits et celle du jardinier. D'accord? Donc, ça c'est dans le code Napoléon. Et puis les citations, citation ici, vous le trouvez par Titiou Lecoq, qui est une femme qui a fait un livre qui s'appelle Les Grandes Oubliées. C'est là que j'ai pris les réflexions de Napoléon. D'accord? Donc, on arrive enfin à une sorte de libération. Un peu. C'est peut-être le début vraiment du combat, parce que le combat continue hein, pour les femmes. Hein. Bon. Donc, le 21 avril 1944, donc les Françaises deviennent électrices, hein, donc droit de vote pour les femmes. Et le 21 octobre 1945, 33 femmes rentrent à l'Assemblée nationale, ce qui représente 5,6%, dont une femme noire, hein, elle devient députée. Donc il s'agit d'Eugénie Eboué-Tel, qui est l'épouse du fameux Félix Eboué. Elle sera aussi sénatrice de la Guadeloupe. Je vais passer à la partie Kabyle, la partie noire.